Écoutez, bienvenue à tous. Alors, il y a déjà des gens qui sont des anciens, qui sont là depuis le premier, et puis il y a des nouveaux, donc bienvenue aux nouveaux également. Le principe du club et de Rendez-vous Internumérique, de ce rendez-vous, c'est aussi d'être assez interactif, donc n'hésitez pas, osez poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à nous interrompre, on est ouvert aux questions et aux interruptions, hein, pas de souci. Voilà, donc bienvenue Christophe, donc Christophe Bénavent, donc, qui est professeur en sciences de gestion à Paris-Ouest Nanterre. C'est Université Paris-Nanterre. Université On a eu Paris-Nanterre. des hésitations ces derniers temps, on a changé beaucoup de terminologie, maintenant c'est Paris-Nanterre. Donc Christophe Bénavent, professeur en sciences de gestion à l'Université Paris-Nanterre. Voilà. Donc, et tu diriges le Master Management de l'innovation, gestion et dynamique des organisations. Ouais. Et management des organisations et des politiques publiques. Et Master Marketing. Voilà. J'ajoute quand même que tu as aussi été enseigné régulièrement à l'étranger, en Iran, au Brésil, en Indonésie, si je ne me trompe pas, au Maroc, via la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Et donc, tu es effectivement l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui date d'il y a 3 ans, en 2016, sur les plateformes, et qui est, voilà, si vous voulez tout savoir des plateformes et de leur fonctionnement, de leur business model, tout est dedans, ou presque. Très bien. Donc, on est ici pour parler de la notation, des avis, des commentaires. On a tous été notés à l'école. Alors ici, on est qu'entre gens très très bien notés, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de frayeur par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on note les films ou les séries qu'on regarde, les livres qu'on lit. On note les chauffeurs Uber. Hein, on note, voilà. On note son logement Airbnb et puis son médecin, son professeur. Alors, on a fait des tentatives, les écoles de commerce pratiquent systématiquement, c'est pas leur avantage. Voilà. Et donc on va essayer de décrypter avec toi les grands enjeux de tout ça au travers de cas pratiques, puisque tu travailles aussi dans la donnée, on va dire, dans le commentaire, dans les avis, dans les notations. Alors c'est aussi, oui, effectivement, Voilà. c'est mon chantier. Et comme il ne fait pas très beau et qu'il fait froid, on va commencer avec Tahiti, oui, si tu veux bien. Donc, tu as travaillé sur des avis TripAdvisor concernant l'hôtellerie à Tahiti. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ouais, tu as travaillé dedans, enfin, ce que tu as fait exactement et quel intérêt ça peut avoir? Ah bah, je continue, donc c'est relativement récent. C'est vrai, il y a eu le bouquin, ça c'était il y a 3 ans, on va dire, le bouquin, il est assez général, c'est plutôt de la stratégie, de l'économie et tout. Et puis là, j'ai plutôt envie de revenir sur le terrain, donc brasser de la donnée, voilà, brasser de la donnée. La donnée, elle est facile à obtenir, elle est facile à traiter, un laptop suffit. Et comme je suis plutôt un spécialiste de marketing, eh ben, je m'intéresse à ces gigantesques usines à fabriquer des notes, dont TripAdvisor. Donc là, le cas de Tahiti. Alors, c'est pas Tahiti, c'est toute la Polynésie française. Toute la Polynésie, d'accord. Alors, je voulais savoir comment on faisait, en fait, c'était aussi pour apprendre. Hein. Donc, comment on fait pour dépouiller TripAdvisor de ses données. C'est très simple. C'est très simple. Et alors, en fait, donc, ça fait que maintenant, j'ai un joli petit corpus, j'ai la totalité des... 70 000, c'est ça ouais, c'est pas beaucoup sur la zone, c'est 70 000 avis en français qui sont accumulés depuis 10 ans à peu près. Donc ça permet, ce que ça permet pratiquement déjà, c'est simple, je peux retracer la courbe de satisfaction de chacun des hôtels de la région. Voilà, sans enquête, sans autre moyen qu'un bon laptop. Il faut quand même un bon laptop. Avec des outils de... Avec toute la batterie d'outils aujourd'hui qui est disponible pour le traitement de texte, qui est gratuite, hein, qui tombe du ciel. Actuellement, il y a une grosse effervescence dedans. Moi, je travaille dans un univers technique qui s'appelle R, d'autres ce sera Python. Et puis, les scientifiques du monde entier sont sympas. Ils mettent leur code en open source, donc toutes les techniques usuelles, si on veut parler technique, Latent Direct Data Location, toutes les versions d'analyse du sentiment, un peu de machine learning pour annoter les textes. Bon, tout ça, je veux dire, c'est le premier message. Hein. On n'a pas besoin de très grandes sociétés pour le faire.
Parce qu'on a même des outils. Il suffit de travailler un petit peu. Au-delà du texte, on est capable d'analyser le sentiment, d'analyser les émotions. Oui, bien sûr, Donc, bien sûr. tu as pu regarder là dans cette. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Cette masse d'informations, de notes et de commentaires, peut-être. Alors, les notes, oui, c'est intéressant, sauf que les notes, tout le monde les abandonne aujourd'hui, hein, parce que ça marche pas. C'est idiot, mais les notes, un, n'influencent pas du tout les comportements, et deux, n'informent pas du tout sur la qualité des objets qui sont notés. Alors là, il faut que tu nous expliques pourquoi. Ah ben oui, donc peut-être la tendance aujourd'hui, on va prendre les grands, un Netflix par exemple n'utilise plus du tout les notes pour faire des recommandations. C'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour Facebook qui a abandonné les likes. Donc les likes, c'est juste pour amuser les utilisateurs, hein. Eux préfèrent travailler maintenant directement sur le comportement. Donc est-ce qu'on a vu l'entièreté d'un film? À quel moment on a décroché? La donnée ici est beaucoup plus riche, hein, d'un point de vue métrologique et plus comportemental. Alors pourquoi petit à petit tout le monde est en train d'abandonner? Et pourquoi les notes ne fonctionnent pas? Parce que tout simplement les notes ne sont pas des mesures. Elles sont des instruments de dialogue avec les consommateurs. Et les consommateurs, au lieu de répondre honnêtement, vont avoir des pratiques stratégiques, je vais appeler ça comme ça, hein, pour ne pas dire mentir. Des pratiques stratégiques, c'est-à-dire ils savent très bien que les notes sont réutilisées par la suite, donc ils utilisent la note pour passer un message. Voilà. Donc, par exemple, le chauffeur Uber. Il y a l'exemple du chauffeur Uber. Oui, alors le chauffeur Uber, c'est très simple. La gradation avant était 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. 1, 2 étoiles, ça vaut rien. 3 étoiles, c'est correct. 4, c'est bien. 5, c'est excellent. Aujourd'hui, le barème a changé. C'est 5, c'est bon. Et en dessous, on pose la question de quel est le problème qui s'est posé. C'est-à-dire Uber demande au chauffeur ce qui s'est passé. Non, il demande au consommateur. Au consommateur de dire ce qui s'est mal passé. Voilà. Parce que le consommateur n'est pas un consommateur, c'est un contrôleur de gestion. On va aller un peu plus loin. Ce qui est génial dans ces modèles-là, avec le système de notation, que la note en étoile fonctionne ou pas. Alors, je continue pourquoi elle ne fonctionne pas, hein. Il y a ces comportements stratégiques, il y a le fait que les notes sont données et peuvent, contrairement à une enquête traditionnelle qui est anonyme, etc., elles prêtent à rétorsion, hein. Les humains, la première qualité des humains, c'est de copier les autres. Voilà. Notre seule intelligence, c'est la copie, hein. On n'a aucune intelligence personnelle, on n'existe que dans le rapport à l'autre. Et on est soumis à des biais d'approbation qui sont très importants. Donc quand on met une mauvaise note, on s'expose au risque d'être critiqué par les autres. Ce qui fait que par paresse et pour éviter les ennuis, on donne des notes maximum. Donc les notes, c'est simple, elles ont une variance très très faible, donc elles sont plus discriminantes, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas moins utiles qu'elles n'ont pu l'être à un certain moment. Et la question, c'était... C'était justement commentaire aussi, plutôt commentaire que note, donc du coup, sur tu avais une autre petite question, j'ai dit d'abord, et puis j'ai pas répondu. J'ai oublié aussi. Quelqu'un se souvient? Oui, c'était ça. Ouais, bon, après, voilà, pour moi, ce qui était intéressant, c'est que tu dis que tu n'as pas étudié les notes, mais les commentaires. Alors, effectivement, les commentaires sont beaucoup plus spontanés, ils sont beaucoup plus riches. Donc, l'astuce dessus, effectivement, ce sont des méthodes maintenant, je dirais, bien connues, hein, elles ont 15 ans ou 20 ans d'ancienneté. On appelle ça l'analyse du sentiment. Et donc, c'est essayer de trouver une polarité positive, négative. Dans certains cas, moi, j'ai un petit outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle NRC, qui va un petit peu plus loin, puisqu'il détecte les émotions. Donc les 8 émotions primaires, la peur, la joie, l'anxiété, la confiance et tout ça. Et on peut détecter des niveaux d'émotions dans un texte donné. Voilà. C'est assez primaire, hein, c'est pas de la haute technologie, hein. C'est juste la manipulation intelligente des données. C'est-à-dire il y a des dictionnaires, il y a des gens qui ont essayé de normer les mots, de les qualifier, de leur donner des points, et puis un petit calcul arithmétique qui va le faire. Ce qui est un peu neuf et qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ça sur des volumes importants de manière extrêmement aisée, quoi. Alors, un corpus comme TripAdvisor, c'est tout petit, hein, c'est tout petit. C'est 70 000, c'est quoi? Sur 10 ans, en fait. 70 000 sur 10 ans, ça ne fait pas beaucoup. Même si ce serait sur une année, ça ne change pas la quantité. Bon, mais je vais prendre un autre exemple. Là, le grand débat, par exemple, présenté comme un succès, alors que c'est un échec total. Hein, ils annoncent 2 millions de contributions. En réalité, il y en a 200 000, hein, pratiquement, et courtes. Ils n'ont pas beaucoup écrit, les gens, dedans, hein, puisque c'est 500 caractères la médiane.
C'est très court, hein, très petit. Bon, mais l'ensemble du fichier, l'ensemble de la base à télécharger, moi je suis sur un quart, hein, donc c'est 120 gigas. Donc tout le grand débat prend moins de place qu'un film. Voilà. Pour avoir une idée concrète de ce que ça représente. Alors, par contre, le texte, effectivement, ça devient un challenge intéressant. On peut faire l'analyse du sentiment un peu bête, comme je l'ai énoncé, c'est-à-dire par calcul de mots. On va aller de plus en plus vers des systèmes d'annotation de machine learning, c'est-à-dire s'amuser à faire évaluer un petit échantillon ou un échantillon important de contenu. Là, ça va être d'autres questions qui vont se poser, de formation des codeurs, etc. Aujourd'hui, on a utilisé beaucoup Amazon Mechanical Turk avec des codeurs pakistanais ou philippins. Bon, pour coder le grand débat, c'est un peu délicat. Le Mechanical Turk, on en a parlé la dernière fois déjà, mais Mechanical Turk, c'est un outil C'est d'Amazon. la filiale d'Amazon, ouais, qui organise ce qu'on appelle des micro-tâches. Hein. Donc, j'ai envie de traduire un bouquin en 3 jours. Je vais découper mon bouquin, le saucissonner en pages, et je mets ça sur la plateforme. Et puis, il y a des gens qui vont accepter de faire la tâche de traduction. Comme on est sur un marché numérique, eh ben, le prix du travail il est établi globalement. Donc, en gros, c'est le prix de l'heure au Bangladesh. Donc, on paye des tâches à quelques centimes. Hein. Là, une page de traduction, c'est 1 euro. Alors, peut-être avant de passer... Ça semble se troubler un peu. Mais voilà. Après, voilà, la facilité, moi, me semble une chose très intéressante et une certaine exhaustivité. Donc, si je reste sur le cas de TripAdvisor, effectivement, on couvre la totalité des hôtels pour un coût qui est moins cher qu'une étude de satisfaction. Alors voilà, c'est là que c'est intéressant, ça rend complètement obsolète les études de satisfaction. Ou pas. Alors, parce qu'on voit bien ce qu'on peut critiquer dans ces environnements-là, c'est-à-dire que c'est pas exhaustif, on ne sait pas qui répond, tout le monde ne répond pas, on ne sait pas quel est le panel. Oui, voilà. Les difficultés de méthode. Bon, il y a beaucoup de données qui ne prennent pas beaucoup de place, qui sont faciles à analyser, mais dont on ne sait absolument pas comment elles sont produites. Et il y a moins de 1% des gens qui participent. Et voilà, ça c'est fait un beau chantier de recherche, d'essayer de comprendre, moi c'est un peu ma finalité, c'est de comprendre comment fonctionne l'usine à données. Hein. Je vais répéter mon terme favori, les données ça n'existe pas. Il n'y a que des produites. Ce qu'on appelle une donnée, c'est le résultat, c'est un produit de quelque chose qui est généralement extrêmement mal maîtrisé. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans le fait de produire. Donc, simplement, par exemple, sur les plateformes de review, qu'est-ce qui amène les gens à laisser un commentaire? Et qu'est-ce qui va faire que les commentaires positifs et négatifs représentent et reflètent la réalité? Bon, sachant que les humains sont quand même relativement faibles, hein, pas très intelligents, paresseux, égoïstes, hein, c'est à peu près le profil, on va se rendre compte, par exemple, qu'il y a des biais de sélection qui sont considérables, qui apparaissent, pour des raisons extrêmement simples. Dire du mal, c'est être mal considéré par les autres, s'exposer au risque des autres. Hein. Le biais d'approbation sociale, c'est quelque chose de très, très puissant, de très, très fort. Donc, vont plutôt se retenir dans la publication de commentaires négatifs. En plus, quand on a des expériences négatives, on ne recommence pas. Donc, on ne va pas réitérer les publications et les posts. Quand on est content, on est heureux. Alors, ça, j'avais travaillé à un moment donné sur les motivations à partager, du contenu sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, c'est très, très, très clair. Hein. Quand l'objectif est la vengeance, puisque c'est un objectif courant des consommateurs, hein, se venger, assez systématique. Hein. Le consommateur est aussi un délinquant, il ne faut jamais oublier. Il vole dans les supermarchés, 2% du chiffre d'affaires, en gros. Il escroque les compagnies d'assurance, des déclarations trop importantes qui entraînent des coûts chez les assureurs d'inspection et de vérification. Et là, il y a des petites choses qui sont en train de changer dans le secteur. Ça entraîne des coûts. Donc, je ne vais pas faire un portrait trop catastrophique du consommateur, mais j'aime pas les consommateurs. C'est bon. Et donc, on passe. Ils se vengent dans les notations et dans les commentaires. Et oui, une des motivations principales à faire un post, c'est se venger pour une raison ou pour une autre. Hein. De mécontentement, ce sera peut-être une bonne raison, ou simplement ça. Pour ceux qui postent du contenu positif, là c'est différent. Il y a 2 motivations dominantes.
et qui vont ensemble. C'est assez marrant et ça reflète aussi disons, un portrait plus amical de l'humain. Hein. Il est égoïste, oui, mais il est aussi altruiste. Hein. On vit avec les autres, hein. On n'existe pas seul. On vit avec les autres, donc je ne vais pas être trop évolutionniste, mais une grande partie de nos comportements sont déterminés par l'intérêt des autres. Voilà. Contrairement au modèle économique classique hein, de l'intérêt, ça c'est pas la réalité humaine. On est prêt à partager pour une raison ou pour une autre. Hein. Et donc il y a une motivation claire de partage, puis la deuxième motivation c'est yo soy, je suis. Voilà. Hein, c'est comme dans une classe, puisqu'on a commencé avec les notes, il y en a toujours un ou une qui va répondre systématiquement aux questions, qui va intervenir et qui le fait parce que simplement elle a besoin d'admiration de l'entourage, pour être simple. Hein. Et ça, c'est une motivation importante et puissante. Donc qui amène à répéter. Hein. Là, c'est une drogue dure. Hein. Donc il répète. Mais l'effet, il est le suivant. C'est que si vous avez dans une population 50-50% de gens satisfaits, non satisfaits, eh bien, en fait, dans les notations, on va avoir 90% de satisfaits. Et on aura un biais absolument gigantesque. Le monde qui est produit par les données, hein, qui s'accumule, hein, il faut bien penser à l'accumulation, c'est du bouche à oreille, mais du bouche à oreille, on accumule. On accumule de manière considérable, et plus on accumule, et plus on produit autour de nous un miroir totalement déformant de la réalité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde schizophrénique. Ce qu'on voit n'est pas ce qui est. Alors, lisez le grand débat, vous allez voir ça. Tout ce qu'il y a dedans ne reflète absolument pas la situation sociale actuelle. Tout simplement par des biais de sélection. Qui a déposé sur le grand débat? Des gens plutôt éduqués, plutôt âgés. On n'a pas tout à fait la description individuelle, mais on le sent dans le style et l'écriture. Hein. Même si je traite les données, je lis avec mes yeux encore, directement. Et des gens qui sont plutôt notables, prêts à participer à la vie sociale du coin. Et c'est absolument pas du tout le profil qui va se refléter, par exemple, dans l'autre débat, le vrai débat, hein, puisqu'il y a deux plateformes. Il y a la plateforme Gilets jaunes, qui est le vrai débat. Et là, on va encore avoir d'autres contenus qui sont produits et qui ne sont pas les mêmes des premiers. Donc on produit énormément de données, mais après se pose une véritable question de savoir qu'est-ce qu'on a produit, quel est le monstre qu'on a fabriqué. Moi, je raisonne en termes de monstres, hein, parce que ce sont comme des organismes vivants, hein, ces stocks de données qui s'accumulent, qui se stratifient. Et si on prend un petit peu de distance socialement, c'est assez fascinant, parce qu'aujourd'hui, du côté des chercheurs, effectivement, il y a une appétence croissante à aller chercher dans ces puits de données, parce que ça permet de mieux faire que de travailler comme on le fait. En sciences de gestion, on va travailler avec des échantillons souvent de convenance. Quand on étudie des entreprises, c'est très difficile de passer 10 000 questionnaires. Et pour avoir des résultats de qualité, à peu près une précision, à moins de 1000, c'est pas la peine. Quoi. Toute enquête faite sur 200 trucs, moi je ne le dis même pas, elles n'ont aucun intérêt, elles ne reflètent rien du tout. Une vague indication, il suffit de faire des stacks de base. Donc simplement, alors la motivation, elle est aussi liée au système, on y reviendra, c'est pas une question de technologie, c'est une question de système économique et social dans lequel on vit. C'est un système d'hyper-compétition. Chez les universitaires, nos salaires aujourd'hui dépendent de nos productions. Si je fais une enquête avec 200 personnes, même bien faite, une expérience, je ne serai pas publié. Si je prends un stock de 50 000, là, je serai publié. Donc, je serai récompensé, je vais gagner un peu plus d'argent. Donc, nous, on se précipite, et beaucoup de chercheurs se précipitent sur ces stocks de données pour voir comment elles se comportent. Hein. Uniquement sur l'analyse du sentiment, je regardais cet après-midi dans les bases de données bibliographiques, les publications se comptent par milliers, par dizaines de milliers actuellement. C'est absolument fascinant, parce qu'on peut avoir des résultats vite, produits vite, mais qui ne correspondent pas forcément à une réalité. Alors je suis assez curieux de ce monde un peu bizarre, dans lesquels on fait des tests scientifiques, d'hypothèses, sur des données qui sont très très fortement déformées et dont on ne sait pas exactement ce qu'elles représentent et comment elles sont produites. Dans cette histoire de déformation de la réalité, dont tu parles, tu as d'autres travaux
sur Airbnb et sur, en particulier, C'est alors, un autre oui, aspect. Ouais, pour on va Airbnb, changer de... voilà, Airbnb, c'est autre chose parce que c'est dans le modèle économique finalement. La notation et le commentaire fait partie du modèle Ouais, économique, mais on a aussi derrière une espèce de déviation de la donnée d'origine, on va dire, parce que la production, enfin finalement, ce que tu dis, c'est qu'un appartement qui est dans le Marais et qui est possédé par quelqu'un dont le propriétaire est quelqu'un de très éduqué, va bien le alors, marketer et ok, ok. Alors, va m'intéressant, biaiser quelque part ok, la donnée. comment ces bases sont constituées, quels sont les phénomènes qui les affectent. Alors, les plateformes, bien sûr, elles m'intéressent en particulier, tu as tout à fait raison, c'est elles qui ont introduit massivement ces systèmes de notation, hein. Juste pour donner un exemple frappant, Booking, hein, vous connaissez tous booking.com, c'est 1 milliard, quasiment 1 milliard de réservations annuelles, hein. C'est 40% des réservations hôtelières en Europe. C'est simple. Et à chaque fois, Booking prend, en gros, 20 à 30 euros, hein, pour avoir une idée. Puisqu'ils prennent, en gros, en France, l'État a plafonné en 2015, c'est maximum 25%. Ils n'avaient pas de scrupules à prendre jusqu'à 40 ou 50% dans certaines situations. Et le système de booking, il est absolument extraordinaire dans sa conception. Parce qu'effectivement, c'est une boucle de rétroaction. On va sur le site, naturellement, la moindre trace, vous en avez fait toute l'expérience de visite, se traduit par le fait d'être inondé de mails et de notifications dans les semaines qui viennent. Donc, ils ont un système SI qui est remarquable, hein. Rien n'est lâché et la réaction est immédiate. Et puis, pour la notation, ben, dès qu'on entre dans l'hôtel, aujourd'hui, c'est dès qu'on rentre dans l'hôtel, ils attendent 3 heures à peu près, et vous avez une première demande, sollicitation, ce qu'on appelait satisfaction à chaud. Et puis après, une satisfaction à froid, pour reprendre le langage des gens d'études. Et énormément d'insistance dans le mécanisme. Donc, vous imaginez le volume. Je ne sais pas combien il recueille exactement d'avis, au moins de notes déjà. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est les commentaires. Le troisième, ce sont les tags. Et d'ici bientôt et maintenant, ce sont les images. Là, il y a un enjeu majeur. Et dans les images, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut identifier de l'humeur. On l'a fait en examinant les photos de gens qui étaient dépressifs. Et on se rend compte que ce n'est pas les mêmes couleurs qui sont choisies que d'autres. Là, on va beaucoup s'amuser avec ce genre de choses. Mais le volume, c'est plusieurs centaines de millions de jeux de données qui sont individuels, qui sont collectés chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Qu'est-ce que Booking fait? Il fait tout sauf des études de marché, ça ne les intéresse pas du tout, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt de la donnée n'est pas de représenter, de refléter une réalité du sentiment. L'objectif dans Booking, il est simple, c'est de pouvoir opérer un classement des hôtels et pouvoir maximiser les probabilités qu'on réserve dans les premiers hôtels qui sont donnés. Voilà. C'est ça le but. C'est ça le but. Ce n'est pas du tout un but d'étude. C'est un but opérationnel, c'est augmenter la réponse des consommateurs en leur amenant des produits qu'ils pourraient apprécier. Mais après, ça fait de Booking un arbitre radical sur le marché de l'hôtellerie, puisqu'en fait, la probabilité d'apparaître dans la première page va dépendre effectivement des notes qui sont données par tout le monde. Donc voilà la boucle, la mécanique qui est importante. Dans une plateforme comme Airbnb, bon, bien sûr, on est dans un modèle soi-disant collaboratif, quoique pour moi, le mot collaboratif a disparu de mon vocabulaire depuis que j'ai écrit le bouquin. Voilà, ça n'existe pas, le collaboratif, en clair. Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est les plateformes, c'est-à-dire des organisations multiversants, à la Gentirole, en clair, et qui tirent un avantage de leur capacité de coordination, hein. Multiversant, je rappelle ce que c'est, hein. La presse. Un journal traditionnel, prenez celui que vous voulez, Le Point, Le Nouvel Obs, c'est une plateforme, c'est un modèle de plateforme. Il y a deux sources de revenus qui viennent de deux marchés différents et deux marchés qui ne sont pas indépendants l'un de l'autre, qui sont en interaction. C'est ça qu'il faut comprendre, ça c'est l'essentiel. Ça veut dire qu'en fait, si je vends mon journal pas cher, je vais avoir une grande audience, ma grande audience va me permettre de négocier des prix de vente de la publicité élevés. Ce que je vais perdre sur les abonnés ou sur la vente au numéro,
Je vais le regagner sur la publicité. Ça vous donne 20 minutes et les journaux gratuits, à l'extrême. Dans certains cas, la publicité peut être désagréable pour les consommateurs et dégrader la qualité et donc empêcher de pratiquer un prix de vente du journal. On peut avoir à l'opposé des modèles qui soient 100% payants. Il me semble que les dernières nouvelles d'Alsace fonctionnent encore comme ça, pour prendre un journal régional et éviter de parler de Mediapart ou de ces petites expériences qui me semblent quand même marginales en termes d'industrie, hein, pas intellectuellement. Donc, Airbnb, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On peut même plugger d'autres versants sur le système. Donc, d'autres versants, bah, aujourd'hui, on a les propriétaires d'appartements, on a ou de maisons ou de péniches ou de trucs, mais les péniches et les trucs qui ont fait la publicité de Airbnb à Paris, c'est moins de 0,1%, hein, ce type de logement. Et puis, quand on regarde de près, là, je me suis amusé ce week-end à calculer, parce que là, j'ai récupéré toutes les données de Airbnb. La totalité des offres sur Paris proposées le 4 février 2019. C'est passé. C'est depuis que j'ai avancé un peu. D'accord. J'ai récupéré les avis qui vont avec de ces 57 000 logements. Donc ça représente 1,2 million d'avis. C'est pas mal. Donc ça permet de retracer la vie des appartements. Pour l'instant, je ne suis pas encore dans l'analyse du texte. Je suis simplement dans l'historique des appartements. Et puis, j'ai aussi un joli tableau dessus, qui est le tableau des disponibilités pour l'année qui vient, jusqu'en 2020. C'est fantastique. Donc, je m'amuse à faire des trucs rigolos. J'essaie de prédire les taux de remplissage des appartements en fonction des avis passés, ce genre de choses, quoi. L'étape suivante, ça va être de prendre le texte pour essayer de voir si on peut avoir des choses. Donc j'étais sur alors Airbnb, donc les deux versants, bien sûr des gens qui ont envie de trouver un logement pas trop cher, amusant, fun, hein, ça c'est très Airbnb, genre de lieu, hein, enfin c'est l'esthétique Airbnb, qui est déjà un standard, voilà. Et puis on peut rajouter d'autres versants, hein. Airbnb va avoir envie de rajouter d'autres versants, bah, par exemple les conciergeries, voilà. Pour attaquer un marché professionnel, le passage des clés, c'est le moment délicat dans l'expérience client. Donc, si on a un intermédiaire qui le fait, le ménage, quand on est touriste, on n'a pas envie de faire le ménage. Donc, le propriétaire, lui, de toute façon, n'habite pas là. Oui, c'est ça. Dans mes comptages, la moitié des appartements proposés à Paris sont proposés plus de 120 jours par an. C'est plus de la moitié même, hein. Et juste pour les chiffres, Airbnb à Paris, c'est 47 000 offres. J'ai dit combien? 57 000? 57 000 offres au mois de février. C'était en juillet 2017, c'était 70 000 offres. Je pense que cet été, on devrait arriver à 100 000 à peu près. Ben oui, il y a une saisonnalité. Là. Il n'y en a que 57 000 parce qu'on est en février, il fait froid en plus. Donc ce n'est pas la bonne saison. Mais dès que ça va monter au mois de mai, hein, là c'est là où la saison commence, on va arriver à 100 000. Vous avez une idée de combien il y a de chambres d'hôtel à Paris? Combien de lits d'hôtel sont proposés? 80 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Airbnb à Paris représente plus d'offres, plus de lits que toute l'hôtellerie réunie. C'est quand même pas mal. Donc, conciergerie, ça peut être un troisième versant qui se plug, et qui se plug littéralement, informatiquement. C'est-à-dire accès à la base de données, pouvoir consulter le tableau des réservations, des arrivées, des départs, et gérer. Et c'est ça le rôle des plateformes, elles coordonnent, elles gèrent l'information pour coordonner l'activité. Alors, dans ce cadre-là, moi, ce que je m'intéresse, c'est comment, notamment les notes, sont produites, comment les offres sont produites, puisque ce qui est fantastique dans ces modèles-là, c'est l'externalisation. Dans les années 80, c'était un grand sujet de l'industrie, l'externalisation. Hein, on se souvient de l'Alcatel qui voulait être une fabless compagnie, d'accord, sans usine. Hein, le Adidas, plutôt le Nike de l'industrie. Nike ne produit pas. On fait le design, on fait le marketing, mais on ne fait pas le reste. Dans ces modèles dits collaboratifs ou de plateforme, la physique, effectivement, on externalise tout. On externalise le contrôle de gestion. Uber, le truc génial dans Uber, c'est que le contrôle de gestion, il est assuré par les clients. C'est eux qui s'assurent que les chauffeurs ont un comportement adéquat en termes de conduite, en termes de politesse,
par le système des notes, hein, par le système des notes. Vous imaginez quand on a les Uber à Paris, c'est 12 000 chauffeurs à peu près. Imaginez une entreprise de 12 000 personnes. Vous avez combien de postes qui sont consacrés à vérifier que le travail des gens est fait? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Là, il n'y en a plus. On confie ça aux clients. C'est le truc. Mais je reviens à Airbnb. On peut aussi confier le marketing aux clients. Pourquoi avoir des départements marketing? Pourquoi dépenser de l'argent? Quand on a des millions, des dizaines, des centaines de millions d'agents qui sont coordonnés à la plateforme pour agir, pour faire des propositions. Et le marketing, dans ce genre de plateforme, c'est mettre en valeur les offres. Qui produit les photos? Un hôtel doit payer un photographe pour le mettre en valeur et mettre ses photos dans Booking. Lorsqu'on est dans Airbnb, ben, ce sont les consommateurs qui le font. Même si Airbnb offre une petite aide, envoie des photographes parce que nos appareils ne sont pas de très bonne qualité. Voilà. Mais le marketing des clients, c'est aussi rédiger les annonces. Alors voilà, le genre de petites choses rigolotes sur lesquelles je travaille, où j'ai travaillé, j'ai pris les intitulés des annonces. Je me suis amusé à faire un peu de text mining, toute la batterie des trucs qu'on connaît, LDA, analyse du sentiment. Et j'essaie de... Et puis je me pose une question extrêmement simple. Est-ce qu'il y a des différences dans la qualité de rédaction des offres entre des appartements qui seront vendus cher et des appartements qui sont vendus pas cher? Et oui, il y a des différences, très claires. Je fais des trucs assez rigolos, un peu plus fins, pas simplement de l'analyse du sentiment, j'analyse le style d'écriture. Les linguistes nous ont apporté des outils, il y a fort longtemps d'ailleurs. On n'a pas attendu l'informatique moderne pour le faire. Depuis les années 60, les pédagogues, l'armée américaine, la navale américaine a mis au point des indices de lisibilité des textes, c'est des vieux trucs des années 60. Donc je mesure la lisibilité des textes, des annonces. Je vais faire la même chose sur les gilets jaunes. Je vais mesurer la qualité de rédaction. On peut mesurer la diversité lexicale. Tout ça, ce sont des indices de la qualité d'écriture. Moi, je cherche des offres, enfin je cherche. Le but du jeu, c'est de voir est-ce que les offres chères sont écrites de manière plus lisible que les offres moins chères. Hein, c'est ça le truc. Et effectivement, c'est à peu près ce que j'observe. Pour l'instant, c'est ce que j'observe. Après, les explications, ben, elles viennent des gens. Bon, j'en ai deux. Il y a deux thématiques, il y a deux hypothèses dominantes ici. Soit une hypothèse simplement d'attention. Quand on a un logement qui va rapporter 250 €, hein, ça c'est cher, hein, ce que j'appelle cher, on prend un peu de soin à le mettre en forme et à le présenter sur la plateforme. Ça peut être une hypothèse vraisemblable. Mais l'autre hypothèse, ouais, ça bon, je commence après. L'autre hypothèse, c'est la compétence langagière. C'est que si on a un appartement au centre de Paris, hein, les plus chers sont au centre de Paris. Vous avez la carte des prix. Bon, je l'ai mise ici. Là, c'est la carte des notes. Et là, c'est la carte de densité des appartements. Hein. Ils sont tous géolocalisés. Donc, normalement, j'ai des petits points. Là, je fais une heatmap pour repérer les quartiers de Paris. Et là, on apprend des petites choses là-dessus. Mais l'idée, c'est le style d'écriture. Et là, on se rend compte qu'il y a des inégalités. Alors, l'inégalité, elle peut être assez fondamentale. Elle dépend simplement de l'inégalité sociale. Si vous avez un appartement dans les 4 premiers arrondissements, c'est là où il y a la concentration d'offres Airbnb. Hein. Et la valeur au passage des appartements ne vient pas des appartements du style du Douk, ne vient pas de l'autre, contrairement à ce qu'on nous ont fait croire. Elle vient essentiellement de la localisation. La valeur d'un appartement n'est pas à l'intérieur de l'appartement, mais elle est l'accès au métro, l'accès au train, au truc. Hein. Vous voyez, là, c'est clair, hein, Montparnasse. Hein. C'est centré sur Montparnasse dans le 14e. Vous prenez chaque quartier, si on regarde bien, il y a une petite remontée au-dessus. Bon, Montmartre, le Marais, hein, clairement, les grands pôles. Mais on voit une petite bulle en haut, c'est Gare du Nord. Tout simplement. Mais je reviens à cette compétence langagière. Donc, effectivement, alors, on pourrait faire l'hypothèse, pour moi, elle n'est pas encore établie et testée, d'une distribution inégale des ressources, non seulement matérielles, mais aussi langagières. La capacité de s'exprimer. Voilà. Alors, si on a ça, bah, c'est intéressant parce que ce marketing est un peu bizarre. Il est fait par des milliers de gens, des dizaines de milliers de personnes qui sont différentes. Celles qui savent mieux parler vont mieux valoriser celles qui savent mieux prendre en photo,
ça je ne le teste pas, mais ce serait intéressant de le faire dans le même registre, vont avoir des probabilités un peu plus grandes d'être réservées que les autres, vont se retrouver automatiquement en haut de tableaux. Airbnb arrange ses moteurs de recommandation, je n'ai pas encore parlé de ça, mais ça c'est un des éléments essentiels aujourd'hui des plateformes, hein, leur capacité à recommander et à orienter. C'est normal, comment on peut se déplacer. Vous vous rendez compte, quand vous faites les courses dans un hypermarché, on en a tous marre des hypermarchés, et on y va de moins en moins, mais notre problème cognitif, c'est traiter 30 000 références. Faire ses courses dans un hypermarché, c'est circuler dans un ensemble de 30 000 produits, et de choisir. C'est franchement fatigant, hein, difficile. Bon, quand on est sur un catalogue Amazon, c'est 1 million. Quand on est sur Airbnb, à Paris, c'est 57 000 de prime abord. On ne va pas éplucher tout. Donc effectivement, les gens de l'informatique, des systèmes d'information, ont été assez doués pour imaginer des systèmes qui recommandent et qui cherchent à ajuster. Hein. C'est critique cette capacité-là. Hein. C'est absolument critique. Il faudrait que je vous raconte comment marche celui de Netflix. C'est assez intéressant, puisqu'ils ont abandonné les notes et qu'est-ce qu'ils font. Mais je reste sur mes individus. Ça veut dire que la production, en fait, de contenu par les utilisateurs de Airbnb, ce n'est pas un phénomène technique, ce n'est pas un phénomène technologique, c'est un phénomène purement social. Et qu'il y a, après, voilà, l'inconvénient, les problématiques qui sont posées, aujourd'hui, deviennent des problématiques de politique publique. Est-ce qu'on accepte que ces organisations renforcent les inégalités ou non? Est-ce qu'on va les limiter? Est-ce qu'on va les améliorer? Bon, là, il y a foule de problèmes, à la fois pour la puissance publique, mais aussi pour les plateformes, qui ont un énorme problème maintenant, qui est un problème de légitimité. Quand j'ai fait le bouquin, c'était encore l'enthousiasme. En l'espace de 2 ans, on est passé on est passé au plateforme bashing. Voilà, on est dans une période de plateforme bashing. Moi, je suis beaucoup plus nuancé, hein, même si je peux être critique. Elles apportent des avantages, hein, ça c'est assez évident. Mais ce que tu dis aussi, c'est qu'elles perdent un peu le contrôle là, en fait, également sur ces. C'est balayé dans plein de secteurs d'activité par un modèle de l'ouverture. Les données, elles sont ouvertes. TripAdvisor ne se défend pas quand je le scrape, par exemple. Ils savent très bien qu'il y a intérêt à ce que ces données soient réutilisables par les autres. On est dans une... Alors, on n'a pas tout, hein, il y a les données essentielles, on ne les a pas, c'est-à-dire les commandes, hein, bien sûr. Mais tout le reste, tout le monde peut y accéder. Ils ne le donnent pas si volontiers que ça, mais on est quand même dans un système ouvert. Voilà. Au-delà du contrôle des données, est-ce que le comportement, en revanche, des consommateurs par rapport au système lui-même... Oui, alors on revient au modèle de plateforme. Vous avez compris que dans le modèle de plateforme, c'est l'interaction qui fait. Pourquoi un journal fera plutôt payant et peu de pubs, ou beaucoup de pubs et pas beaucoup payant? Tout va dépendre de la sensibilité au prix sur les deux marchés, dans le marché où on se situe. Voilà. Si les DNA peuvent faire un modèle payant, c'est tout simplement parce que le titre est complètement engrammé dans la culture de l'Est de la France. Même chose pour la Dépêche du Midi, pour laquelle j'ai travaillé il y a quelques années. C'est presque le porte-drapeau, ou le drapeau même de la région. Donc, pour toute la population qui lit ce type de journal, c'est-à-dire qu'il y a plus de 60 ans, à 80% à peu près, non, là c'est les chiffres à peu près clés, on ne lit pas le journal pour s'informer, on lit le journal pour accompagner le café du matin. Voilà. Donc, la lecture, elle est très délimitée, 6-7 heures du matin, 8 heures. Bon. Et alors effectivement, dans ces cas-là, les consommateurs, ils ont besoin du journal et ils ne sont absolument pas sensibles au prix. Et il est tout à fait normal de payer, je ne sais plus combien ça coûte, mais on va dire de l'ordre d'1 euro par jour pour lire un journal papier. Moi, ce qui me semble incroyable. Jamais dépenserai une somme d'argent pareille, même dans le Monde. Ça fait 10 ans que je n'ai pas acheté le Monde. Je ne comprends pas. Pourquoi je payerais pour quelque chose dont je connais déjà les éléments? C'est dommage que le Monde ne fasse pas des articles beaucoup plus longs. Bon. J'arrête ma petite pique là-dessus. C'est un sujet d'un autre débat. C'est un autre débat. Donc, j'ai perdu un petit peu mon fil. On était sur l'idée oui, que même donc les la sensibilité au prix. Donc, voilà. En fait, c'est simplement le rapport des élasticités prix sur les deux marchés qui fait l'affaire, qui fait l'interconnexion.
Et les plateformes ont tout intérêt, lorsqu'elles grandissent, et on est encore dans une période de croissance des plateformes. Et les plateformes, quand elles grandissent, elles ont plutôt tendance à changer de modèle. Au démarrage, on commence sur des modèles gratuits et publicitaires, puis on passe assez rapidement sur un modèle payant. Par exemple, Google, aujourd'hui, c'est encore à peu près gratuit. Ça rapporte 100 milliards. Google, le chiffre d'affaires, c'est 100 milliards, en gros. Mais quand vous faites un petit calcul rapide de tête, vous voyez que ce n'est pas du tout le marché aujourd'hui, la publicité. Puis en plus, ils sont concurrencés sur la publicité. Bon, même s'ils démolissent totalement aujourd'hui la presse française. 10 milliards de dépenses dans les médias en France. En l'espace de 5 ans, ils ont pris à peu près 40%. Qui se sont déplacés. Il y a une grande enquête qui a été présentée en septembre là-dessus. Oui, c'est affolant. C'est même une inquiétude très profonde aujourd'hui dans les agences publicitaires. Celles qui n'ont pas de département numérique, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Donc, si je prends, pourquoi j'évoquais Google, bon, le calcul rapide, il est simple. Google Drive, aujourd'hui, l'offre, 10 €, 2 téraoctets par mois. Il y a 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Au moins, de Google. Ben, moi, je vois bien une stratégie visant à faire payer 10 € par mois, 2 milliards d'humains, ça fait 20 milliards. Sur un an, ça fait 240 milliards. C'est 2 fois plus gros que le marché de la publicité actuel. Vous sentez que l'appétit va être là. Enfin, c'est l'histoire du cloud, ça fait longtemps que ça a commencé. Mais là, sur un cloud populaire, on va dire, c'est assez important. Donc, nos élasticités croisées, voilà, sont importantes. Et le but du jeu, quand une plateforme grandit, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle accueille de plus en plus de monde, bien sûr, et puis elle va essayer de renforcer ses interactions. Elle renforce ses interactions pour favoriser. Alors, mon exemple favori, c'est quand même Blablacar. Comment Blablacar peut croître, peut pénétrer encore? Ils sont arrivés à saturation, je pense, aujourd'hui. Ils peuvent le faire de manière assez simple, en affectant la conduite. Alors, je ne parle plus de comportement, moi je parle de conduite. La manière de se conduire dans la vie en général. Donc, Blablacar, je vais être très caricatural, les deux versants, c'est les propriétaires de voitures plutôt neuves, parce qu'on n'a pas très envie de monter dans une voiture d'occasion, même si on est jeune, on préfère la sécurité. Donc, les voitures neuves, vous savez qu'elles sont achetées que par les plus de 50 ans, en France, et par les plus aisés. D'ailleurs, ça crée des altérations sur le marché, puisque les constructeurs automobiles, maintenant, ne construisent plus que des voitures plutôt vers le haut de gamme. Et ceux qui n'ont pas été dans le haut de gamme, ils ne sont pas dominants sur le marché. Vive Mercedes, vive Porsche, vive BMW. À l'échelle globale, on pousse la montée des SUV, etc. C'est pourquoi ça monte, parce qu'il y a peu de gens qui achètent des voitures et que ça se concentre dans une partie du marché. Bien. Donc, on est sur Blablacar. D'un côté, on a donc des conducteurs plutôt âgés avec des voitures neuves, de l'autre côté, des passagers plutôt jeunes. Bon, vous comprenez qu'il y a des petites différences de culture, de façon d'être. On n'a pas le même sens de la politesse. Les étudiants que je connais de moins en moins, parce que je vieillis de plus en plus, et eux non. Ils me semblent de plus en plus bizarres. Ils rentrent dans une voiture, ils prennent le téléphone, ils cliquent dessus, ils ont mis les écouteurs de façon d'emblée, et ils n'ont pas dit bonjour. Voilà. Donc, si vous avez ce genre de truc, je ne vais pas beaucoup plus loin, bon, après on peut avoir des comportements un peu trop anti-MeToo du côté des conducteurs, ça ne semble pas se produire trop, ça pourrait, mais si vous avez des petites frictions un peu trop fréquentes comme ça, vous vous rendez compte que le business ne va pas marcher. Donc, le rôle de Blablacar, ça va être d'une manière ou d'une autre, d'essayer de changer les comportements de politesse des uns, des autres, leur interaction dans la voiture pour créer une expérience positive et faire en sorte qu'il y ait plus de conducteurs. Et s'il y a plus de conducteurs, ça va appeler plus de passagers. S'il y a plus de passagers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc effectivement, la tentation pour les plateformes, elle est d'essayer d'intervenir sur les comportements des individus, mais pas la manière du passé. Je veux dire, dans le passé, quand on faisait un bon marketing à la Procter & Gamble, Unique Selling Proposition, je vends des couches, absorbance, c'est ça le modèle, Procter & Gamble. J'essaie d'être le premier sur le marché parce que le deuxième, il ne gagne pas assez d'argent.
et si je suis deuxième, je sors du marché, et je vais communiquer pour expliquer que ouais, ça absorbe tout, mais je vais essayer de ne pas être trop compliqué, je ne vais surtout pas dire qu'il y a des gels dont une partie, ça c'est une des contributions de Pierre-Gilles Degennes, hein, prix Nobel de physique. Il travaille sur les gels, mais l'utilisation des gels, c'est le truc qu'on met dans les couches ou dans les serviettes hygiéniques pour absorber les liquides et qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà, vive la science. Mais ici, on a envie d'aller beaucoup plus loin. On a envie d'aller beaucoup plus loin parce qu'on saisit les comportements très très tôt, très très en amont, dès la consultation. Il suffit d'ouvrir un site web pour être déjà observé et enregistré. Voilà. Donc, et qu'on puisse en déduire des intentions ou des attentions diverses. On peut aller toujours plus loin dans cette direction. Hein. Si on prend le contrôle de la souris, on sait où vous avez posé votre curseur. On pourrait presque suivre votre regard des yeux. Là, j'exagère un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et donc, on va essayer d'affecter la totalité de nos activités sociales, de nos comportements, pour faire en sorte qu'ils soient favorables à la plateforme. Alors, le plus bel exemple et le plus évident, c'est toutes les mécaniques d'engagement qui sont engagées dans les réseaux sociaux. Hein, puisque le but des réseaux sociaux, un but de Facebook, c'est pas compliqué. C'est avoir le plus de pages vues pour augmenter les probabilités que les publicités soient cliquées. Rien d'autre. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais sauf qu'il faut stimuler en permanence des gens qui se fatiguent vite, parce qu'on se fatigue vite hein, des nouveautés. Et vous avez remarqué, si vous êtes sur les réseaux sociaux, que votre nombre de likes sur Twitter, votre nombre de retweets, il a chuté drastiquement depuis quelques années. Hein, ça ne fonctionne plus, c'est terminé. Les premiers qui s'y sont mis ont pris les places. Les nouveaux arrivants sur Twitter, ils n'auront aucun ami, quasiment. Très peu. N'y allez pas. C'est très difficile. Non, moi, j'y suis @benaton. Je reste un fidèle à Twitter. Facebook, non, aucun intérêt. Et Twitter, oui. Donc, ici, on voit l'enjeu, c'est comment on va faire pour encourager les gens à tweeter, à liker, à partager, à commenter, etc. Toutes les mécaniques sont tournées là. Alors, c'est là le rôle des algorithmes. Par exemple, quand on introduit, alors Twitter, Facebook, c'est intéressant, c'est les premiers, par exemple, à avoir dit, bon, on va arrêter avec le fil de lecture chronologique, ou plutôt antéchronologique, hein, le dernier post en premier, puis les autres ensuite, parce que, tout simplement, avec la croissance de la taille des réseaux de chacun hein, et du réseau global, il y a de plus en plus de contenus inintéressants qui passent, l'attention diminue. Bon, leur trouvaille a été de manipuler le feed pour faire en sorte qu'on mette en avant les contenus qui viennent des gens qu'on a likés le plus. Voilà. Là, vous affectez la conduite des individus. Ça veut dire qu'on n'est plus en état de liberté lorsqu'on est devant un écran et qu'on choisit des informations. Elles ont été prédigérées par d'autres. Twitter a fait la même chose, mais beaucoup plus prudemment et plus doucement. Mais au fond, on en arrive à la même chose. Et voilà le genre de technique qu'on va essayer d'employer pour, bon, moi j'appelle ça gouverner, j'aime bien, c'est un beau mot, gouverner la conduite de l'ensemble des consommateurs. Et alors, pour revenir aux notes, c'est très très clair que les notes sont l'instrument principal de ça. C'est l'instrument qui permet aujourd'hui de différencier tout le monde, de scorer tout le monde. Et là, ça prend des proportions importantes. Je vais parler de mon métier d'universitaire. Nous sommes tous notés. Voilà. Donc, vous prenez une plateforme comme ResearchGate. Qui connaît ResearchGate? Non? 28 millions de personnes dedans, actuellement. On va dire une trentaine de millions. Donc, la quasi-totalité des universitaires dans le monde. La quasi-totalité. ResearchGate, c'est un réseau social dans lequel on peut déposer ses contenus. Problème avec les éditeurs, mais on le fait. Donc ça devient la source première. Si on veut s'informer, se documenter dans notre métier, aujourd'hui les sources, elles ne sont pas compliquées. Hein. Soit on va chez les Russes et les pirates, donc Sci-Hub et GenLib, donc deux plateformes pirates qui copient tous les contenus qui sont partout, qui scrapent tous les PDF
et les redistribue gratuitement et librement. Donc là, le juge, enfin un juge en France a obligé lundi, c'était lundi dernier, il me semble, donc à obliger les fournisseurs d'accès Internet maintenant de bloquer ces sources. Mais alors, c'est tout le milieu de la recherche qui est gêné. Comme nos bibliothèques ne sont pas forcément en mesure d'acheter les bases de données hyper concentrées de Elsevier et des 3 grands éditeurs, c'est des tarifs importants. Hein, l'accès à une base de données pour une université, c'est un demi-million, quoi, hein, à peu près, hein, par an de location. Et on n'a pas tout. On n'a pas tout. Il y a un peu Google Scholar, bien sûr, qui joue un rôle. Bon, le fait de publier aujourd'hui, alors Google Scholar est un des notateurs. Hein. Google Scholar, vous tapez mon nom ou celui de collègue, et puis vous allez trouver ma note, mon H-index. Le H-index, c'est la métrique qui est employée pour les universitaires. C'est le rapport du nombre de publications qu'on a sorties, plutôt du nombre de citations sur le nombre de publications. Donc ça mesure c'est notre influence index, hein. C'est la mesure d'influence que l'on a dans notre communauté. Bon, mais ça, ce n'est pas les universitaires qui contrôlent ça, ce n'est pas les États, ce n'est pas un ministère de l'Éducation nationale, c'est Google qui le contrôle aujourd'hui, c'est ResearchGate en partie qui l'a. Dans le monde des développeurs, il y a un truc extraordinaire aujourd'hui, c'est la plus belle des plateformes, là ça va être mon cas, c'est GitHub. On est à 28 millions aussi de développeurs qui déposent leur code en partie privée, en partie publique. Eh ben, le marché des développeurs, il est là. Vous allez recruter un développeur, le réflexe aujourd'hui, c'est vous allez voir son compte GitHub et vous regardez combien il a eu de vues sur ses codes. Et s'il a un petit score, c'est qu'il n'est pas bon, c'est qu'il a fait du bricolage, il n'est pas intéressant. S'il a un gros score, ouais, il est leader sur un truc, donc vous l'embarquez. Donc, on est en train, alors ça c'est intéressant en termes de GRH, hein, de manière générale, puisque profession par profession, on est amené à être tous notés par des instances un peu bizarres qui viennent de nulle part et qui vont déterminer nos salaires. Alors naturellement, là on revient dans l'économie, hein, c'est l'économie des superstars. Hein. Enfin, le titre d'un texte assez ancien maintenant, un économiste qui cherche à comprendre pourquoi les grands sportifs, les grands artistes sont payés bien plus cher que leur productivité. Hein. En économie, en principe, le salaire est proportionnel en rapport avec la productivité qu'on a. Aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est complètement décuplé quand on est dans le top 5 ou le top 10. Regardez le salaire des dirigeants. Je suis désolé s'il y en a parmi vous, mais je ne pense pas que vous soyez au niveau des retraites chapeaux dont on a entendu parler ces jours-ci. D'accord ? Mais c'est à ces tarifs-là qu'on est, c'est-à-dire que les rémunérations les plus élevées ont tendance à exploser. À exploser parce qu'on est dans un système de compétition généralisée, avec une certaine distribution. La distribution est simple, hein, c'est la grande majorité, un score quasiment à 0, puis ça chute très très rapidement, on a une distribution très très inégale, et un tout petit nombre qui, rarement pour des questions de mérite, essentiellement pour des questions de chance, vont se retrouver avec des scores très très importants. Question de chance, je ne vais pas parler machine learning, j'ai évoqué un modèle qui s'appelle LDA, le type qui a inventé ça l'a fait en 2003, sa méthode a un succès phénoménal, il ne gagne certainement pas un centime sur la méthode parce qu'il a écrit le papier est public, donc c'est juste une idée, mais son score sur GitHub, je peux vous assurer qu'il est maximum, son nombre de citations, il est maximum, et je suis sûr qu'il travaille déjà chez Google ou Facebook, voilà, depuis longtemps. Alors, on va peut-être juste passer un peu la parole. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. On a